Le live est lancé, on va encore attendre quelques secondes pour qu'il soit 13 heures. En premier lieu, bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode numéro 2 des experts, les 6 clés de réussite communes à tout projet e-commerce B2B. Ce webinaire est né d'un autre webinaire en fait qui a eu lieu au Danemark en janvier et qui s'appelle Strategies for Success in B2B. Je vous ai mis le petit lien en dessous et sur lequel 3 clients internationaux sont revenus sur les facteurs clés de succès, leurs questionnements, les réussites de leur projet. Et ça nous a amené avec les experts qui sont réunis ici à nous poser 2 grandes questions. La première d'entre elles, c'est qu'est-ce qui fait la réussite de ces grands projets e-commerce B2B internationaux? Et la seconde, c'est qu'est-ce qu'on risque à ne pas y aller? C'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui avec nos experts. Oui, en fait, il y a plusieurs, on a remarqué qu'il y a plusieurs catégories de typologie de projets B2B. Il y a des projets où tout simplement on est proche du B2C avec une clientèle qui sont des professionnels. Donc là, on reste dans les mêmes standards de relations clients propres au B2C. Mais la majorité des projets qu'on voit éclore aujourd'hui et dont on est en train de parler, on est quand même plus proche d'une orientation plutôt e-procurement où on va avoir une plateforme dédiée à ses propres clients. Donc l'idée n'est pas forcément d'aller chercher des nouveaux clients, même si on peut l'intégrer, mais l'idée surtout, c'est d'apporter un ensemble de services complémentaires en vue de fidéliser ses clients. Et à ce moment-là, effectivement, dans la gestion de la relation client, comme le disait Sophie précédemment, il faut que le professionnel, le client, retrouve en fait son organisation, retrouve sa tarification, retrouve tout son environnement contractuel, de telle manière, effectivement, ce qu'on veut, c'est lui faciliter la vie. Alors, parmi ces simplifications, on note quand même une grande propagation des usages issus du B2C, même si on a vu que ce n'était pas exactement la même chose. Pourtant, les clients dont on parlait, Atlas Copco, Rockwool, ainsi de suite, ils ont tous insisté sur un point, c'est que le fait de se retrouver avec une interface de marque, avec quelque chose qui ressemble à ce qu'on a à la maison avec Amazon, ça facilite l'appropriation. Sophie, ta perception? Tout à fait, d'autant que les clients professionnels sont souvent des clients récurrents. Donc, plus on leur facilite la vie, plus on leur permet, par exemple, de passer très facilement une commande de réassort, plus ils se sentent finalement dans leur environnement et resteront dans leur environnement, ne seront pas tentés de s'échapper ailleurs. Donc, l'information produit, aujourd'hui, c'est quelque chose de capital et surtout dans le B2B. Pourquoi dans le B2B? Parce que quand on parle d'un client B2B, c'est ce que disait Sophie, c'est plusieurs utilisateurs avec des rôles différents, donc plusieurs acheteurs, voire même dans l'usage du produit que je vais acheter. Et ton client professionnel, je ne vais pas l'utiliser de la même manière ou je ne vais pas l'utiliser pour les mêmes projets. Donc, forcément, il y a de la personnalisation de l'information produit par rapport au client. Ça, c'est important. Il y a aussi ce qui est important, c'est qu'un client, un acheteur B2B, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui connaît très bien ses produits. Et donc, forcément, il a besoin de plus d'informations, de la documentation à jour par rapport aux produits. Et surtout, ce qu'on a remarqué, en tout cas, chez nos clients Intershop, c'est que, en tout cas, chez les clients de nos clients chez Intershop, c'est qu'ils ont besoin de faire un feedback, de renvoyer leur feedback par rapport à l'information produit qu'ils ont reçue. En gros, est-ce que le produit que j'ai acheté, est-ce que les informations que j'ai sur le site e-shop, sur le portail client, par exemple, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est pas, est-ce qu'elle m'a aidé pour réaliser mon projet? Et surtout, qu'est-ce qui manque pour pouvoir la compléter? Et donc, c'est une information produit vivante. Ce n'est pas seulement des produits, ce n'est pas des caractéristiques qu'on va publier sur un site pour les publier et surtout, ce n'est pas statique. Si tu veux, Sophie, compléter par rapport à ce que je disais. Cette slide, elle montre qu'en plus du fond, il faut y mettre la forme, si je puis dire. Exact. C'est-à-dire pour les informations lisibles, accessibles, qu'on les trouve là où on pense devoir les trouver.
Ça, c'est vraiment la bonne illustration pour ceci. Ce que je pourrais ajouter simplement, c'est qu'on peut également penser à des outils qui permettent de compléter l'information produit, des configurateurs produits, des outils de calcul, des calculettes adaptées que l'on trouve notamment, par exemple, dans le BTP. Tout ça, ça participe également à la compréhension et à la facilitation des commandes. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il commence à avoir une certaine tendance d'avoir des modèles mathématiques, voire de faire appel à l'intelligence artificielle pour proposer des prix qui sont calculés en dynamique en temps réel. Ça, c'est pas aujourd'hui une tendance de base, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir arriver en fonction de la saisonnalité, en fonction du demande de réassort et un certain nombre de paramètres. Ce qui est important aussi en termes de prix pour les entreprises et l'intérêt d'une plateforme B2B, c'est aussi, là, on va peut-être pas parler forcément de temps réel, mais d'avoir une meilleure visibilité des commandes, vers une bonne visibilité des besoins, de telle manière à anticiper de manière saisonnière les demandes des clients et également de pouvoir donc en tant que tel d'adapter ses prix, de pouvoir faire pourquoi pas des promotions et du cross des ventes additionnelles. Donc on voit que la partie prix a son importance et est très liée à la visibilité qu'un fournisseur aura par rapport à ses clients dans la durée. Et c'est ce que ce genre de plateforme va permettre d'apporter. D'accord, c'est super intéressant. Toufik, tu voulais compléter? Oui, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que traditionnellement le commerce B2B, dans le commerce B2B, on affichait les produits, mais on n'affichait pas les prix. Ensuite, en deuxième phase, ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait à afficher des prix publics pour les produits. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on est rentré un peu dans les pratiques de B2C, le client, maintenant, dans le B2B, une fois qu'il est connecté, il va avoir ses prix spécifiques. Ses prix spécifiques par rapport à un segment où il appartient, mais aussi un prix spécifique à lui par rapport à son contrat, déjà. Et on va même plus loin maintenant, c'est qu'un client B2B, c'est plusieurs centres de coûts, plusieurs agences, par exemple. Et donc, tout dépend le chantier ou le projet qu'il est en train de réaliser. Il peut avoir ce qu'on appelle des configurateurs, ce que disait Sophie. Donc, et selon ce qu'il configure comme kit, comme pack dynamique, forcément, il n'aura pas à la fin les mêmes prix. Aussi, ce que Philippe expliquait par rapport à la saisonnabilité, effectivement, quand on intègre en plus la partie machine learning et intelligence artificielle, on peut même proposer ou embarquer, au lieu d'embarquer un moteur de recommandation, on va embarquer de l'intelligence artificielle pour recommander et conseiller aux clients, par exemple, par rapport à sa logistique, par rapport à ses entrepôts, quels sont les produits les plus appropriés d'acheter par rapport à ses achats de l'année dernière ou l'année d'avant, par rapport à ses contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à bien arriver, dans le B2B. Et donc, effectivement, nous, Intershop, on accompagne nos clients dans cette optique. Effectivement, c'est une vraie tendance de marché, puisque pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai entendu Essilor qui posait justement cette question de saisonnalité et d'historique des commandes, justement pour anticiper certains comportements, notamment l'Amérique du Sud qui avait l'habitude de faire des commandes annuelles versus d'autres plaques continentales où les commandes se faisaient chaque mois. Philippe, Toufik. Premièrement, je pense que le gros gain des plateformes B2B, c'est bien sûr de fidéliser ses clients, mais c'est aussi d'optimiser tous les processus métiers. Donc, si on veut optimiser les processus métiers, il faut qu'il soit effectivement qu'on ait des processus complets et que le back-office soit intégré dans le front-office. Donc, aujourd'hui, vu que la plupart des projets B2B mettent en place un front numérique, mais ce front dynamique
est en relation directe avec la gestion des stocks, avec la comptabilité pour éditer les factures, avec le CRM, avec également toute la gestion de la production pour gérer au mieux la supply line. Donc là, si on veut vraiment bénéficier de tous les avantages de la digitalisation, il faut avoir un front numérique, mais également que tous les process transverses soient intégrés. Et que pour que les process transverses soient intégrés, il faut que le back-office soit intégré au site e-commerce. Exactement. C'est clair. Je rajouterai 2 points. C'est que l'intégration en soi, c'est pas un objectif. Mais par contre, la cohérence de la donnée, la cohérence des prix, par exemple, un acheteur qui va passer par le portail client ou par la plateforme e-commerce ou par le centre d'appel, il faudrait qu'on arrive à lui proposer les mêmes prix, les mêmes promos, les mêmes gestes commerciaux. Donc ça, c'est important. C'est que ce qui est aussi important, c'est qu'au-delà du prix et du stock qui doit être cohérent, c'est toute l'information produit qui doit être pareille. Quand on parle d'intégration, c'est un peu l'omnicanalité de la donnée. C'est-à-dire que quel que soit le canal par où le client y accède, il faut qu'on arrive à trouver les mêmes informations et la même donnée. Donc ça, c'est très important. Donner confiance, d'abord je rappellerai qu'on donne confiance dès le départ, enfin dès les premiers contacts avec le client, c'est là que tout se joue. Et je dirais qu'entre guillemets, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Et je pense que la meilleure façon de donner confiance, en tout cas d'attirer la confiance à soi, c'est d'écouter son client et de passer le temps nécessaire pour bien le cerner dans son organisation, puisqu'on a vu que c'est important, dans ses habitudes de travail, dans ses enjeux, dans ses points de douleur, dans ses contraintes, le pousser véritablement au maximum pour se livrer, en oubliant, je dirais, tous les critères techno. La techno, elle viendra après, mais il y a vraiment un temps qu'il faut consacrer au client pour pouvoir véritablement bien le cerner et éventuellement même travailler avec lui sur un paramétrage, une mise à jour, un investissement quelconque pour adapter le site à lui. Donc ça, c'est ce qui me paraît être particulièrement clé. Ensuite, rassurer, on rassure effectivement, comme disait par exemple Toufi tout à l'heure, si je ne trouve pas la même information suivant que je me connecte via un PC, un mobile ou par-ci ou par-là, je pose question. Donc ensuite, c'est toute la cohérence de l'information, c'est toute la restitution de toutes les négociations qui auront été passées en amont, c'est l'information, c'est la donnée qui vont effectivement rassurer en se disant je suis effectivement dans un environnement qui est maîtrisé. Et puis le troisième volet, faciliter, on l'a vu un petit peu à travers la possibilité de faciliter par exemple les commandes de réassort à travers un libellé ou à travers un code. Donc c'est tous ces petits gestes qui vont permettre de rendre la vie plus facile, d'obtenir un même résultat avec un minimum de clics. Je dirais que c'est le troisième volet. Donc pour moi, il y a vraiment le premier temps, l'écoute à fond. Alors peut-être pour illustrer le passage du e-commerce du commerce traditionnel B2B au e-commerce B2B, c'est cette image que je trouve absolument amusante, où avant on travaillait avec un fax, avec le téléphone, avec le mail, et où entre guillemets notre expérience client, elle passe de ça, qui était compliqué, à où on est rassuré, pris en charge, on est au petit soin pour moi, et on peut se concentrer sur ce qui est important pour nous. Et ça m'évoque le cas d'Atlas Copco, dont la personne qui témoignait à Copperberg indiquait 80% de nos commandes, ce sont des commandes complexes parce qu'il n'y a que 2 ou 3 articles. Et donc, fatalement, ça les contrariait, eux, énormément, parce que ça fait beaucoup de coûts. Par contre, comme le domaine d'activité d'Atlas Copco, c'est tout ce qu'on utilise dans les lignes de production automobile, bien évidemment, quand on a une petite commande comme ça, c'est qu'elle est importante et qu'il y a un risque d'interruption des lignes de production. Donc, c'était un stress énorme pour les clients finaux. Et leur bascule avec Intershop vers une solution qui était intégrée, contextualisée aux besoins de chacun,
ça les a fait respirer et ils en étaient positivement ravis. Donc, par rapport à l'expérience utilisateur, l'expérience client, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cas du B2B, c'est multi-utilisateur, donc multi-rôle, donc on ne va pas forcément proposer la même expérience aux utilisateurs. Un acheteur et un approbateur, ils ne vont pas forcément avoir la même expérience. Quelqu'un qui est présent sur le portail client e-commerce seulement pour de la documentation, quand il va chercher, quand il va faire une recherche, sa recherche, elle cible la documentation. Il ne va pas chercher les produits pour les acheter. Et donc, ce que veulent les clients B2B, en général, et ce qu'on a constaté, c'est qu'ils veulent une expérience, je dirais, hétérogène et surtout cohérente entre l'humain et le digital. Pourquoi entre l'humain et le digital? Parce qu'on veut du self-service, ils veulent du self-service là où il faut, et ils veulent de l'humain là où il faut aussi. Pourquoi? Parce que si je suis bloqué sur un site et je veux avoir plus d'informations par un produit, il faudrait avoir un chat ou un centre d'appel, un contact center ou un chatbot avec qui je peux communiquer, je peux avoir des informations utiles. Par contre, dans des commandes récurrentes, une commande récurrente, c'est quelque chose qui peut se faire en 2-3 clics. Je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un ou de l'aide pour pouvoir la réaliser. En fait, dès que les tâches deviennent automatiques, on cherche du self-service. Là où les tâches ne sont pas automatiques, où le client il découvre le site au début, par exemple, où il découvre, par exemple, ses premières expériences, là, il a besoin de l'assistance, de l'accompagnement pour pouvoir réaliser ces tâches. Donc, c'est ça, je dirais, le mélange entre la partie humaine, l'intervention humaine et le volet digital. Donc là, il me reste à dire à tous un grand merci. Et également merci à Viveris pour l'organisation de l'événement. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.